Non, messieurs, pas messieurs, dames. Ouais, non, messieurs, comme d'habitude, quoi. Ouais, je peux rêver, ouais, c'est clair. C'est vraiment pas normal. Mais, bref, donc messieurs, bienvenue à ce groupe Genève Open Source Meetup. C'est notre deuxième réunion. On avait fait une première là en juin où on avait fait une démo de Puppet. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça c'est l'URL pour vous inscrire sur le groupe Meetup. On va essayer de faire ça tous les 2 mois à peu près, et puis à chaque fois on va essayer de présenter une nouvelle techno open source. Merci. Je vous garantis pas qu'on y arrive, c'est l'objectif on va dire. Et puis donc le mercredi 26 octobre, il y a l'Elastic Meetup à Genève aussi qui peut être assez intéressant pour si vous vous intéressez à Elasticsearch. Je ferai une présentation d'un système d'audit dans RHEL 6, RHEL 7 qu'on a mis en place chez un client bancaire. Donc ça sera le mercredi 26 octobre. Donc aujourd'hui on va vous présenter Ceph. Alors Ceph c'est quoi? C'est une plateforme unifiée de stockage distribué de type objet, bloc et fichier. Donc qu'est-ce que ça veut dire objet, bloc et fichier? Alors bloc, le stockage de type bloc, c'est le stockage qui vous donne un bloc device, d'accord, dans votre serveur. Les mots-clés c'est SAN, Storage Area Network, LUN, Fiber Channel, block device, switch brocade par exemple. D'accord, donc c'est vraiment pour accéder à du storage block, on va connecter le serveur à un réseau dédié de stockage. Donc on appelle ça un SAN. Et puis il y a le stockage de type file, de type fichier. Là les mots-clés c'est NAS, Network Attached Storage, CIFS, NFS, Ethernet. Là, le storage ne va pas se présenter sous forme de block device dans votre serveur, mais il va se présenter sous forme d'un partage, donc typiquement un partage Windows ou un partage NFS. Et le trafic est généralement sur Ethernet, donc pas sur un réseau dédié. Et puis vous avez le stockage de type objet. Là, les mots-clés, c'est HTTP, Cloud, REST, GET, PUT. Donc le stockage objet le plus connu, c'est Amazon S3. Là, c'est quoi? C'est que vous avez une URL et puis vous faites des GET et des PUT pour poser ou prendre des fichiers. Donc Ceph, c'est une plateforme unifiée de stockage distribué. Qu'est-ce que ça veut dire distribué? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un SAN, donc dans une boîte unique, vous allez avoir un cluster. Et donc un cluster, c'est un ensemble de machines qui ont du disque, et cet ensemble de machines peut être distribué géographiquement. Et puis c'est une plateforme qui est unifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ceph va vous fournir du storage en bloc, en file et en object, contrairement au stockage traditionnel qu'on voit en entreprise, où vous allez avoir du storage block qui va être fourni par un SAN, par exemple de marque EMC, et puis du file avec des NAS, par exemple de marque NetApp, et puis de l'object avec du Amazon S3 ou du SwiftStack ou autre. Donc le problème avec ça, c'est que le stockage d'entreprise traditionnel n'est pas vraiment pensé pour le cloud et l'explosion des données non structurées, donc le storage un peu moderne. C'est quoi les données non structurées? C'est tout ce qui n'est pas dans une base de données, donc les images, les vidéos, enfin tout ce qui prend beaucoup de place. Pourquoi? Parce que donc, le SAN, c'est onéreux par gigabyte. Ça coûte 5 à 15 francs par gigabyte, donc 5 000 à 15 000 francs par terabyte. Donc on va vite sur l'ordre de dizaines de milliers de francs. Et quand vous voulez 30, 40, 50 terabytes, on rentre vite dans les 100 000, 200 000, 300 000 francs. D'accord, ça c'est très très cher. Si en plus vous avez 2 SAN séparés de plusieurs kilomètres avec de la réplication entre les deux, ça coûte encore 100 000 francs de plus par-dessus. Voilà. Donc pourquoi c'est aussi cher? C'est parce que, à cause de la redondance, parce que dedans c'est très robuste, tout est en RAID, il y a des chemins multiples, ce qu'on appelle du multipass entre les clients et puis les contrôleurs. Les disques, c'est pas les disques que vous achetez chez MediaMarkt, c'est des disques Enterprise qui coûtent très cher. Chaque fois que vous connectez un serveur sur un SAN, il faut 2 adaptateurs Fiber Channel dedans, ça coûte très cher, etc. Donc c'est ça qui fait que le prix est vraiment très grand. Ça c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est la dépendance constructeur. On voit souvent chez nos clients que au bout de 4-5 ans de support et maintenance de SAN, quand ils veulent renouveler le support et maintenance, ça coûte tellement cher qu'ils vont simplement racheter un nouveau SAN. On voit ça tout le temps, ça coûte très très cher aussi. Et puis généralement un SAN fournit uniquement du block device. Si vous voulez en plus rajouter du NAS ou de l'object storage, il faut rajouter des modules de software defined storage, des têtes NAS, etc. Là aussi de nouveau le coût est énorme. Et puis c'est quelque chose qui est conceptuellement limité à 100, 200 terabytes, etc. Parce que si on veut monter dans les 3, 4, 500 terabytes, le prix est tellement exorbitant que c'est plus la peine, quoi. Puis qu'est-ce qui se passe quand vous avez un SAN qui est plein? Si vous avez votre petit SAN de 30 terabytes, vous arrivez à 29,9 terabytes, vous avez plus de place, qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez un deuxième SAN à côté, et puis comme vous êtes en réplication, il en faut encore un, vous en avez 4, et donc, de nouveau, c'est pas ce qu'est là. Et puis, on voit souvent chez nos clients que le provisioning est complexe, c'est-à-dire que c'est tellement complexe de provisionner des LUN sur un SAN et de faire les chemins réseau qu'il y a généralement une ressource qui est dédiée à ça, et quand le mec il est en vacances, il n'y a rien qui est provisionné. C'est tout le temps comme ça. Il faut beaucoup de formation pour apprendre à utiliser le SAN, les logiciels sont complexes, etc. Ça, c'est ce qu'on voit souvent chez nos propres clients. Au final, le SAN, c'est quoi? C'est une technologie qui est scale-up, c'est-à-dire que quand on veut augmenter les perfs ou la volumétrie, on va rajouter des disques, on va augmenter la capacité du SAN. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un monde qui est de plus en plus scale-out, c'est-à-dire qu'on va, pour rajouter de la perf ou de la volumétrie, on va plutôt rajouter des boîtes les unes à côté des autres au lieu de faire grossir des boîtes. Donc Ceph, c'est un produit de storage open source qui essaye de pallier à ça. Ceph a une philosophie open source, donc avec une vraie communauté open source, un vrai projet open source. Et puis derrière il y a une boîte qui s'appelle Inktank, qui est le sponsor principal, on va dire, de la techno, qui a d'ailleurs été racheté par Red Hat, donc en fait c'est Red Hat. À la base, le produit a été designé avec 4 objectifs en tête. Le premier, c'est d'être scalable massivement. Quand je dis massivement, c'est pas 10, 20, 30 nœuds, hein, c'est 1000, 10 000 nœuds. D'accord, c'est ce qu'il y a au CERN, par exemple. Okay. L'idée, c'est aussi d'avoir un logiciel qui n'a pas de SPOF, donc pas de point d'entrée unique du cluster. Okay. Pas aucun endroit où, si ça casse, il y a tout qui tombe. L'idée, c'était aussi avoir une solution de stockage qui est entièrement logicielle, donc pas de matériel nécessaire pour faire tourner ça. Et puis, que le cluster soit autogéré, c'est-à-dire que s'il y a un problème avec le cluster, il se répare tout seul. Il se remet en route tout seul, il répartit les données tout seul, etc. On verra ça pendant la vidéo. Et puis l'idée, c'était d'avoir du stockage universel, donc quelque chose qui fournit et de l'objet, et du fichier, et du bloc. De pouvoir faire du provisioning rapide, ça on le verra dans la démo, c'est très très rapide. Et puis surtout, d'être une solution qui tourne sur du matériel standard x86 qui coûte pas cher. Donc comment ça fonctionne? Vous allez mettre en place un cluster avec des nœuds, ça c'est les nœuds. Et sur chaque nœud, vous allez avoir un ensemble de disques, 1 ou n disques. Et sur chaque disque, vous avez un file system, AutoFS, XFS ou S4. Et vous avez en dessus donc, de ce file system un démon qui s'appelle un Object Storage Daemon, un OSD, qui va gérer cet espace de stockage. Et donc l'ensemble de ces OSD, ça constitue votre cluster. Donc un utilisateur qui va essayer d'accéder à votre cluster, lui, il va utiliser donc un client. Alors c'est un client qui est directement dans le kernel Linux, hein, donc c'est un client qui est invisible en fait. Et donc il va accéder au cluster, vous n'avez aucune idée de quel nœud il accède. Okay. Et l'utilisateur, quand il va mettre une donnée dans le cluster, il va aller se connecter directement à un OSD et il va poser la data. Et puis le cluster, comme il est configuré
pour avoir une certaine sécurité des data, il est configuré pour avoir ce qu'on appelle un réplica. On verra ça tout à l'heure dans la démo. Et s'il est en réplica 2, bah, il va prendre la data et puis il va la copier quelque part ailleurs, histoire que la data soit toujours présente à deux endroits différents. Et ça, s'il y a un nœud qui tombe, pas de problème. Si le cluster est configuré en réplica 3, il va prendre la data et puis il va la recopier à deux autres endroits différents. Et donc, l'utilisateur, lui, par le client, il se connecte directement aux OSD. Donc, il n'y a pas une gateway, donc il n'y a pas de SPOF. Donc, dans votre cluster, vous allez avoir des OSD. Il y en a entre 10 à 10 000 hein, dans un cluster. C'est l'ordre de grandeur. Il y en a un par disque, un par SSD ou un par groupe RAID. Ça sert les objets directement au client. Donc, le client discute directement avec l'OSD, ce qui fait que pas de gateway, pas de SPOF et surtout une grosse perf parce que c'est direct. Et puis les OSD effectuent les tâches de réplication et de récupération entre eux. Donc imaginons il y a un OSD qui tombe. Le cluster est assez intelligent pour dire ah tiens, ben, sur cet OSD qui est tombé, il y avait de la data et comme elle a disparu, ben, je vais prendre une copie de cette data puis je vais la recopier ailleurs pour arriver au même niveau de réplica. Puis dans votre cluster, vous allez aussi avoir des monitors. C'est là. Il y en a un petit nombre impair, généralement 3. Les monitors ne servent pas de données aux clients, mais ils gèrent les membres et l'état du cluster. Donc c'est eux qui savent qui est dans le cluster, qui n'est pas dans le cluster. Et surtout, ils fournissent un consensus pour les décisions distribuées. Donc, par exemple, quand il y a un nœud qui tombe, si c'est les moniteurs qui disent ouais, celui-là, il est dehors, il faut plus le considérer, c'est un nœud qui n'existe pas. Donc comme vous pouvez le voir, on passe d'un modèle un peu traditionnel où vous avez du matériel très très robuste et très très cher qui est toujours disponible. Ça c'est le concept du SAN. On passe de ce modèle-là à un modèle où le matériel est standard. Vous avez N boîtes de matériel pas cher, du super micro, avec des disques pas chers. Vous savez que comme c'est du matériel pas cher, ça va tomber. Mais derrière, vous avez un cluster qui fait de l'auto-reconstruction et qui s'assure que les datas soient toujours présentes plusieurs fois dans le cluster. Et donc on passe d'un modèle de financier où vous payez très cher pour du matériel propriétaire, vous payez très cher pour du logiciel propriétaire, vous payez très cher pour du support et de la maintenance. Vous passez à un modèle où vous payez moins cher pour du matériel standard, rien pour le logiciel libre et optionnellement cher ou pas cher pour une souscription en entreprise pour du support et maintenance pour votre cluster. Alors, ça c'était Ceph, la théorie. Je vais passer la main à Clément qui va vous faire une démo. À toi. Si vous avez des questions peut-être. Si la partie connexion de user à Ceph, qu'est-ce qui fait qu'on va se connecter au bon endroit? Alors ça en fait c'est géré par le client qui se connecte donc au nœud et c'est les moniteurs qui gardent une map on va dire du cluster et qui disent il faut que tu te connectes à tel endroit pour aller récupérer telle donnée ou pas. Il y a une map. Donc il faut un agent pour se connecter à un cluster Ceph. Non, il ne faut pas un agent. Enfin, du NFS standard, pas du monde SIF ou disque Z ou... Alors, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va prendre un cluster Ceph et puis on va mettre une gateway NFS devant si on veut partager les datas en NFS. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des clients qui sont Ceph aware et donc ils peuvent discuter nativement avec le cluster. Parce qu'autrement, vous vous retrouvez dans la même... protocole standard. Non, c'est un protocole Ceph. Ouais, donc si je voudrais avoir, par exemple, un cluster VMware très propriétaire qui fait le disque Z ou du NFS ou du local, est-ce que je pourrais le connecter à un cluster Ceph Oui, mais il faudra mettre une gateway NFS devant. Et donc là, vous vous retrouvez avec l'architecture classique avec le SPOF. Mais l'idée, en fait, c'est que là, on a des clients Ceph qui sont natifs dans le kernel Linux. Oui. Donc depuis les kernels récents, depuis RHEL 7. Et l'idée, c'est d'avoir ce client aussi nativement dans Windows et dans OS X et dans tout un tas d'autres OS et donc aussi dans VMware à terme.
Parce que l'idée, c'est que VMware puisse discuter nativement avec l'UCF, ça va arriver. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va arriver. Et là, ça sera très très joli. D'autres questions? Alors je laisse